Super. Bah, écoute, bonjour Camille et merci beaucoup d'avoir accepté ce petit café interview. Euh, Merci à toi, Domi, de m'avoir invitée. ouais, écoute, alors ma communauté, entre guillemets, c'est des parents d'enfants expatriés et des parents d'enfants plurilingues, donc des couples mixtes. Bon, ils me suivent depuis un petit temps. Et en fait, moi, une fois par mois, j'ai vraiment à cœur voilà, d'interviewer des personnes qui, moi, m'inspirent ou des gens qui, je pense, peuvent donner des conseils. Et voilà. Et alors toi, écoute, la rencontre s'est faite de manière assez naturelle parce que c'est la maman d'un de mes patients qui va peut-être se reconnaître dans la vidéo et je la salue, qui cherchait en fait des exercices d'orthopsie pour sa fille dans un pays étranger où il y avait évidemment personne en langue française et elle a patouillé un peu et puis bah, comme beaucoup de mamans pleines de ressources, elle a cherché sur Google, je sais pas comment elle a fait, mais elle a trouvé ton cahier et elle m'en a parlé à la séance suivante. Elle m'a dit, bah voilà, il n'y avait rien chez moi, j'ai cherché en ligne, j'ai trouvé un cahier, ça pouvait être sympa et tout. Et comme je suis très curieuse par nature, j'ai googlé et j'ai cherché et je suis tombée du coup sur ton cahier d'exercices, Les yeux de Camille. Et voilà, c'est des exercices dont tu nous parleras tout à l'heure, mais voilà, ça a piqué ma curiosité d'orthophoniste. Et voilà, et c'est vrai que je trouve que je travaille en ligne, comme les gens le savent, et je m'offre ce petit plaisir de me faire des petits cafés virtuels avec des collègues. Et donc voilà. Donc la première chose, en fait, j'aimerais que tu présentes l'orthopsie. Enfin, qu'est-ce que c'est que le métier d'orthopsie et ton parcours et bah, ce que tu veux voilà, de ta vie d'orthoptiste. Ok. Donc moi, je suis diplômée depuis bientôt 5 ans et j'ai ouvert mon cabinet. Il y aura bientôt... Non, je te dis une bêtise parce que je suis diplômée depuis bientôt 6 ans et j'ai mon cabinet depuis bientôt 5 ans. Ça passe trop Bravo. vite. C'est chouette, ouais, ça passe vite. Ouais, ça passe bien vite et je me suis lancée dans le libéral très naturellement. C'était pas prévu que je m'y lance aussi rapidement. Puis au final, c'est vraiment une belle aventure. Et puis il y a 2 ans, j'ai repris mes études pour faire un master dans le handicap sensoriel et cognitif, notamment de l'enfant, parce que justement, c'est un sujet qui m'intéressait tout particulièrement. Donc c'est là que j'ai vraiment pu développer un petit peu mes connaissances, parce que je ne sais pas comment ça se passe au niveau orthophonique, mais en orthopsie, la formation de base, clairement, il y a des insuffisances. Et quand on est lâché après en libéral, on se dit oh là là, c'est pas possible, il faut que je complète, il faut que je me forme. Et ce master m'a apporté beaucoup. Donc ça, c'était chouette. Et je te coupe une minute. C'est très riche ce que tu dis, et ça, je le dis souvent à mes patients. Peu importe le métier, je pense, la formation continue et la curiosité intellectuelle, c'est la clé parce qu'en fait, Ouais, on apprend en même temps que nos patients. Et surtout quand on est en libéral et qu'on est confronté à du tout venant, ben, on apprend sur le tas au fur et à mesure que les questions arrivent. Et puis la maturité de la vie et les échanges pro font qu'on est amené à... Et puis les techniques évoluent. Enfin, tu vois, là, je te parlais en off, mais de la téléconsultation en orthopsie, que ce soit pour des expatriés ou que ce soit pour des personnes qui, de près ou de loin, ne peuvent pas se déplacer près d'un cabinet, ou voilà, ça va être amené à probablement se développer. Donc c'est vrai qu'on est en constante évolution et c'est ça qui est riche aussi. Hein, donc ouais, non, non, mais c'est sûr, c'est c'est sûr. chouette. Et pour revenir à ta question de qu'est-ce que l'orthopsie, donc nous, on a plusieurs versants. On peut déjà s'occuper de tout ce qui est dépistage visuel, donc détecter s'il y a une insuffisance de vision ou pas, s'il y a un besoin de lunettes ou pas. Si c'est le cas, là, on envoie donc chez l'ophtalmo. Mais on peut aussi tester si l'enfant regarde bien, si la vision est efficace ou si l'adulte a une fatigue visuelle, qu'on peut également retrouver chez l'enfant, mais on la retrouve quand même plus particulièrement chez l'adulte. Donc au-delà de savoir s'il y a un besoin de lunettes ou pas, on regarde vraiment comment on utilise la fonction visuelle. Donc on D'accord. dit souvent qu'on est les kinés des yeux. Nous, on n'aime pas trop ce terme-là parce que ça se généralise beaucoup. En fait, on est plutôt la boîte à outils de l'œil, je dirais. C'est déjà plus général parce que c'est vrai qu'on peut s'attaquer à plusieurs choses. Même, tu vois, chez la personne âgée qui va avoir une déficience visuelle, on va pouvoir proposer pardon, une rééducation à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment très riche de pouvoir intervenir à différents âges et à différents niveaux.
Mais c'est clair et en fait, ce qui est rigolo, c'est que moi, je passe mon temps à dire que tout passe par la bouche. Je veux dire, on mange par la bouche, on parle et cetera, tout passe par les yeux aussi, en fait, quand, on Ouais, y pense. ouais, ouais. C'est vrai Donc que c'est l'entrée de beaucoup d'apprentissages, hein. ouais. Non et justement, alors par rapport aux yeux, alors, je te suis sur Instagram maintenant, donc je suis un peu, je regarde un peu tes choses et j'ai vu que, tu as un sphinx, des chats qui sont, effectivement, assez incroyables et qui ont surtout des yeux de dingue. Hein, c'est vrai que les sphinx, comme ils n'ont pas ce côté d'avoir un pelage, des poils, etc., je trouve, j'en ai beaucoup regardé depuis justement, ils ont vraiment des yeux incroyables. Et j'ai un peu envie de te dire, bon, c'est une question qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec l'orthopsie, mais depuis quand t'aimes tout ce qui tourne autour des yeux et qu'est-ce qui t'a décidé à en faire ton métier? Alors, tu vois, j'ai jamais aimé tout ce qui tournait autour des yeux. D'accord, Ça n'a pas été ça le truc. Moi, de base, je voulais être pédiatre. d'accord, C'était vraiment travailler avec l'enfant. Moi, d'accord. ça a toujours été ça. Malheureusement, la réalité du concours médecine a fait que ça n'a pas été pour moi. Là, avec du recul, je me rends compte qu'autre chose de très sympa m'attendait. Oui, Mais justement, quand j'ai eu cette annonce de concours raté, je t'explique pas, c'était bien sûr la déprime, c'était difficile. Et mon père allait chez l'orthoptiste. Et il m'a dit, mais Camille, dans sa salle d'attente, il y a tout le temps des enfants. oui, Il y a tout le temps des enfants, tu devrais le tenter. Elle a l'air d'avoir une bonne relation avec eux. Je te vois bien faire ça. J'ai tenté le concours, je l'ai eu. Et au bout d'une semaine, passée dans le service d'ophtalmologie, je me suis dit, ah ouais, franchement, c'est trop sympa. Mais ce qui me plaît le plus dans mon métier, je suis pas une fanat de la vision. J'aime vraiment comprendre euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous relie à la vision, pourquoi c'est si important. Mais c'est vraiment l'enfant, moi, qui m'intéresse. Toutes les questions qui tournent autour de l'enfant. C'est vraiment plus et important. tu sais, enfin, tu l'as peut-être jamais réalisé comme ça, mais l'enfant, il regarde avant de parler, hein? Mais exactement, mais justement, Il tu vois, t'intéresse. à travers ce master, je me suis rendu compte, justement, c'est pour ça que je te dis ça tout à l'heure, que la vision était la porte d'entrée des apprentissages. Et c'est Ouais. là que je fais le lien et que je comprends pourquoi ça m'intéresse autant. Parce que, comme tu dis, c'est une boucle et c'est vrai que l'œil, toi, tu diras ça de la bouche, mais pour Non, moi, mais ça marche ensemble, c'est sur le visage, hein, tu sais. voilà, non, mais c'est Et ça. je rebondissais sur ton chat parce que bon voilà, il est beau, il est instagrammable et tout ce que tu veux. Il a du coup un regard et une présence et en fait, c'est Mm. ça aussi, hein, c'est une connexion, sans langage du coup finalement. Sans Oui, langage. et puis du coup, tu sais, ça crée des déformations professionnelles tout le temps parce que je ne fais que regarder les yeux des gens. Oui, Et c'est très intéressant d'essayer de lire un peu à travers leurs oui, yeux. Tu vois, quand je rencontre quelqu'un, vraiment, bon, là, en plus, avec le masque, ça s'y prête d'autant oui, plus. oui, Mais oui. je trouve, du coup, moi, en tant que professionnelle, j'avais cette démarche. Mais là, avec le masque, on se dit encore plus, qu'est-ce qu'elle est, cette personne, juste en voyant ses yeux. Ouais. C'est hyper intéressant, hein. Mais tu vois, c'est des formations professionnelles croisées parce que moi, c'est au timbre de la voix, au sourire, à la façon de s'exprimer, ouais, tout Ouais, ce qui est voilà. les mimiques, quoi. Et ça passe effectivement la bouche, les yeux, etc. Et bon, écoute, alors j'avais une autre question, c'était enfin, pourquoi et à quel âge, en fait, est-ce qu'il y a des âges auxquels il est vraiment particulièrement important de faire attention à la vision? Nous, en tant qu'orthophonistes, on a appris à l'école à envoyer massivement chez l'orthoptiste ou comme ça, en grande section CP, parce que c'est des années où vraiment tout ce qui est focus visuel, discrimination visuelle des lettres proches, etc., c'était important. Mais après, récemment, j'ai entendu des personnes qui me disaient qu'à l'adolescence, avec les hormones, ça peut bouger un peu et tout. Est-ce qu'il y a des âges spécifiques auxquels il faut vraiment particulièrement faire attention à la vision? Alors, je ne sais pas si ça se fait chez toi en Allemagne, mais en France, on a mis au point déjà un premier dépistage visuel aux 9 mois de l'enfant. Oui, d'accord, Donc, on a familiarisé un peu le terme en disant bébé vision, mais c'est plus le premier bilan orthoptique. d'accord. Et donc ça se fait donc à 9 mois. C'est pas encore obligatoire. Je pense vraiment qu'à terme, il faudrait que ça le devienne parce que Ouais. pour moi, c'est primordial. Il est quasi obligatoire pour les personnes, les parents qui vont avoir des antécédents visuels importants ou Mhm. s'il y a eu une grosse prématurité chez l'enfant ou un souci à l'accouchement ou quelque chose. Mais sinon, vraiment, c'est recommandé pour tout le monde à partir de 9 mois. Et alors, ce que je fais, c'est que quand je les vois à 9 mois, je leur dis que je voudrais les revoir après, avant l'entrée à l'école Oui, et après, avant le CP. d'accord, ok. Donc, en gros, tous les 2 ans, à peu près.
Ça Oui, parce fait que tu allais dire, c'est vrai que enfin moi je vois, je suis en tant que maman, moi j'avoue que, c'est vrai que parfois on est les cordonniers sur les plus mal chaussés, mais c'est vrai que de temps en temps tu peux dire: «Ah bah, si mon enfant il se plaint pas, c'est bon, il voit bien, il voit bien». Mais en fait, il y a peut-être des petits signes effectivement, de problèmes visuels ou de problèmes de focus. ben, en plus, l'enfant, il compense énormément. Donc, ce qui est assez magique, c'est que une enfant qui n'aura jamais vu vraiment les détails d'une feuille d'arbre, Ouais, pour elle, elle sera pas choquée que la feuille soit floue, elle est comme ça. bien sûr, il va pas se Donc, plaindre. du coup, voilà. Donc, les enfants, ils ont rarement, quand ils sont plus grands, qu'il y a une baisse de vision, ils vont le dire, maman, je vois flou, le tableau, tout ça. Mais quand ils sont petits, ils le disent pas. Pour eux, la vie est comme ça. Ouais, c'est normal, ouais. Donc, c'est très important de faire ces premiers tests. Et pourquoi je les fais voir, enfin, je demande à les voir avant le CP, c'est parce que si on dépiste quelque chose, ils ont leurs lunettes pour l'entrée en CP, quoi, tu vois. Parce qu'il y a aussi ce délai-là à prendre en compte. Mmh. Alors, cette histoire de tous les 2 ans, c'est moi qui le mets en place parce que je trouve que ça fonctionne bien. Il y a pas d'obligation vis-à-vis de ça, mais c'est vrai que c'est assez important. Et après, en signe d'alerte, il y a quelque chose déjà, c'est les conjonctivites récurrentes D'accord. ou les orgelets récurrents, les chalazions, tout ça qui vont revenir chez l'enfant tous les mois, plusieurs fois par mois. Ça peut être déjà un petit critère d'alarme. Mmh. Il y a aussi le fait que l'enfant se rapproche de la télé. S'il y a télé, Oui, le mieux, c'est ne pas avoir enfin, de ne pas faire d'écran jusqu'à 3 ans. Bon, d'accord. malheureusement, je sais qu'en réalité, c'est moins simple. Donc ça, il y a aussi les yeux qui vont rougir ou qui vont être très larmoyants. Et aussi bah, le strabisme, hein. Ça peut être aussi D'accord. un signe de enfin, de besoin de lunettes ou en tout cas de nécessité d'un bilan. D'accord. Écoute, alors du coup, tu as répondu un petit peu à la question. Quel conseil tu donnerais aux parents qui se soucient de la vision? Je pense qu'effectivement, honnêtement, il faut consulter, hein, chacun son métier. Comme tu l'as dit très justement, les enfants ne se plaignent pas forcément en fait de ne pas bien voir, ou je vois chez l'ORL, c'est la même chose, de ne pas bien entendre. Est-ce que c'est toujours l'ophtalmo qui réfère à l'orthoptiste, ou c'est quoi le parcours, en fait, la démarche à suivre? Alors non, c'est même rare, enfin c'est pas rare que ce soit l'ophtalmo, mais c'est pas le plus de nos prescripteurs. Donc oui, par contre, pour venir, il faut une ordonnance, hein, c'est sur prescription. Donc du coup, pour cette histoire de bébé vision, ce sera donc le pédiatre ou le généraliste. Ouais. Ça peut aussi être l'ORL, ça peut être le neuro qui demande. L'orthophoniste aussi, moi j'en vois beaucoup. Voilà, mais tu vois, pareil, ce sera via le généraliste vu qu'il Ouais. faut l'ordonnance. Mais oui, ça peut être sous l'appel de l'orthophoniste, bien sûr. Et les maîtresses aussi, parce que je trouve que les Ouais. maîtresses dans les classes, elles voient très vite les enfants qui se lèvent ou qui plissent les yeux pour regarder au tableau, regarder plus loin. C'est vrai que c'est souvent aussi l'école, hein, qui réfère et qui envoie. Parce que... Ouais, non, non, c'est vrai que au niveau de l'école, ils ont un regard hyper pertinent vis-à-vis de ça. Puis même la fatigabilité de l'enfant dans la journée. Non, c'est vrai que c'est assez important d'écouter bien ce qu'ils disent. Mais du coup, si tu veux, l'ophtalmo, ils vont nous envoyer les enfants. Alors, beaucoup d'adultes, D'accord, mais ils vont nous envoyer les enfants s'il y a une paire de lunettes et que la vision est pas très bonne. Là, l'ophtalmo va dire, bon, bah, change les lunettes et puis vous irez faire contrôler chez l'orthoptiste. d'accord. Ok, Mais tu vois, souvent, on dégrossit d'abord chez l'orthoptiste. Et du coup, s'il y a un problème visuel et une nécessité de prescrire des lunettes, là, on envoie chez l'ophtalmo. d'accord. Ok, donc c'est dans ce sens-là, effectivement. Bon, C'est sachant plus dans que ce sens-là. je suis consciente pour les parents qui nous regardent qu'à l'étranger, ça dépend de chaque pays. C'est très souvent la porte d'entrée, c'est quand même le pédiatre. Et puis de là, le parcours arrive en fonction des pays, ça peut être différent. Alors moi, il y a une expression, ne pas avoir les yeux en face des trous. Est-ce que c'est un truc, une expression qui t'évoque quelque chose? Est-ce que vraiment il y a des enfants qui n'ont pas les yeux en face des trous et qui ne voient pas la réalité du monde comme nous? Ouais, ça me fait plus penser le matin, tu sais, les patients de 8h30. Ah oui, Ça me fait plus penser à ça, où c'est un peu difficile de suivre une cible en mouvement, de loucher un ouais, petit peu. Et voilà, ça, c'est plus difficile. Après, on peut l'utiliser un peu plus dans un jargon où on peut parler d'enfants qui a un strabisme ou des choses ouais, comme ça. Mais moi, ça me fait plus penser ouais. À la au personne fait qui d'être mal a réveillé. C'est clair. Alors écoute, moi je trouve que, tu vois, en 2020, tout le monde a dit oui, c'était une année pourrie, il y a eu le Covid, etc., etc. Bon, on va pas refaire la pandémie, on la connaît tous et on en a tous bien souffert. Et voilà, n'empêche qu'il y a eu de belles choses en 2020. Toi, ça a été l'occasion d'écrire Les yeux de Camille. Et j'ai envie de te demander,
qu'est-ce qui t'a inspiré? Enfin, qu'est-ce qui a été, moteur dans faire ça? Comment tu as trouvé le temps de le faire? Enfin, comment tu as fait? Quels étaient tes Alors, l'idée, elle m'est venue bien avant cette histoire de Covid. Ça d'accord. fait, ouais, plus d'1 an et demi que ça me trotte dans la tête et ça m'est venu comme ça. Je sortais du boulot et je me suis dit: «Mais attends, j'ai plein de patients qui partent en vacances, je vais pas les revoir pendant X temps. Alors OK, il faut des pauses thérapeutiques, je suis complètement pour ça, mais il y a quand même des fois des errances, de patients, qui pour même des raisons personnelles, hein, des fois ça peut être des séparations qui Oui. font que, il y a un déménagement ou voilà. Mmh. Mais des moments où le suivi, il est en pause alors que l'enfant n'a pas besoin de cette pause Bah, ouais. et j'étais dans ce cas-là et je me suis dit: «Purée, mais il faudrait que tu fasses un petit cahier d'exercices pour proposer quand même, aux patients, quand tu es dans ce genre de cas». J'ai appelé une très bonne copine orthoptiste, je lui ai dit: «Non mais attends, je suis sûre que ça, c'est le top, faut qu'on le fasse». Oui, oui, enfin bon, elle a l'habitude, la pauvre, de mes idées farfelues donc elle me dit: «Oui, oui, mais voilà, Bonne idée. c'est ça». Et puis là, je me retrouve, 1er confinement, faut que j'apprenne à faire de la téléconsulte parce que j'étais pas aussi, en avance que toi et là, je me dis: «Bah, catastrophe». Franchement, je rame, à me connecter en même temps qu'eux, à trouver des supports, et je me dis: «Bon là, faut vraiment que tu l'avances». Parce que je l'avais avancé, tu vois? Mais les week-ends, c'était Mais quand vraiment tu as pas de date une, limite, de toute façon, un projet, ça peut prendre toute une vie, hein, on n'est pas pressé. non, ouais, mais c'est ça et puis si tu veux, moi j'étais persuadée que ça allait être sympa pour mes patients, mais pour mes patients, Mmh. simplement, c'est vraiment l'idée de base Mmh. et du coup, là, j'en avais besoin pour leur proposer quelque chose pour ce fameux confinement et quand j'ai vu qu'on allait être reconfinés, enfin quand j'ai cru comprendre qu'on allait être reconfinés à l'automne, je me suis dit: «Vas-y, là tu le termines». J'ai réussi à le faire et j'ai des collègues qui m'ont dit: «Mais attends, c'est génial, moi aussi je le veux». Et donc ça s'est fait comme ça, mais c'était absolument pas fait pour être commercialisé ou parce que du coup ça m'a mis une pression autre parce que moi je l'avais fait pour Ça peut être très mes cher. 20 patients quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et du coup ça a été une très belle histoire et puis je pense que ça aurait pas été fait dans une démarche aussi personnelle, ça n'aurait peut-être pas aussi bien marché Ah mais peut-être. c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Mais ce que je trouve beau dans ton histoire, c'est que regarde, toi tu es à Vernaison, près de Lyon, moi ça me fait voyager aussi, et c'est dingue parce que tu l'as fait à l'échelle de ton cabinet, puis c'est devenu à l'échelle probablement de ta profession si tu as des Mmh. consoeurs qui veulent te l'acheter et puis regarde, moi sortie de nulle part, je t'ai contactée via une maman qui, pour ne pas la citer, est au Chili, tu vois? Ouais, franchement c'est Pays dans dingue, c'est lequel dingue. pays dans lequel, au Chili, bien évidemment, il n'y a pas d'orthoptiste francophone dans la ville dans laquelle se trouve cette personne. Et puis, bah voilà, tu sais, ça c'est là aussi la magie d'internet, c'est que les gens qui sont en recherche d'une solution, et ben, ils trouvent leur solution. Donc franchement, c'est quand même rigolo en fait, hein. C'est quand même Ouais, marrant. non, Alors du c'est coup, moi, chouette. je l'ai pris et je l'ai fait faire alors, à mon Antoine qui a 11 ans, mon dernier, qui n'a pas spécialement de problème visuel. Mais moi, j'ai vu le côté. Alors là, les premières pages, il les a déjà faites, donc elles sont déjà un peu flottées, mais j'ai vu le côté aussi travailler l'attention-concentration, bien évidemment, ça c'est au-delà de la vision. Et moi, j'ai vu le côté aussi, bon, comme c'est plus ma passion tête, mais travailler le vocabulaire en français, travailler, tu vois, d'autres choses qui sont au-delà, entre guillemets, de simplement la lecture et puis le visuel, tu vois, les sauts de ligne, travailler dans le bon sens, c'est ça. Donc, tu vois, je trouve qu'il y a d'autres objectifs thérapeutiques que ceux auxquels toi, tu as pensé très certainement au début. Et donc, voilà, donc moi, je mettrai en dessous de la vidéo les liens s'il y a des gens qui veulent te commander, parce que honnêtement, je trouve que c'est une super idée. Et comme je te le disais aussi, en off, moi, c'est la même chose. Je m'arrête quasiment 2 mois tous les étés en juillet-août, puisque je travaille avec des expatriés qui, en général, bon, sauf Covid, c'est un peu à part cette année, mais ils voyagent, tu sais, ils rentrent en France, ils vont rendre visite à leur famille et tout. Et à chaque fois, je dis aux parents, écoutez, la pause thérapeutique, elle est super importante. Il faut profiter de sa famille. Les enfants, ils continuent à grandir pendant les vacances, la maturité arrive, le développement, tu sais, même langagier et tout, on est exposé à d'autres choses, donc on grandit. Et en général, quand on reprend en septembre, non seulement ils n'ont pas régressé, mais la plupart du temps, ils ont limite progressé dans certains domaines, si tu veux. Mais pour autant, il y a pas mal de gens qui sont quand même en demande
soit parce que c'est anxiogène de tout lâcher et ils se disent: «Oh là là, on a fait des progrès, il faut quand même consolider sur les acquis» et du coup, ce genre de cahier, je trouve que ça rassure aussi de savoir qu'on a une base de travail et qu'on a des exercices. Parce que moi, en tout cas, j'ai vu ça comme orthophoniste, mais j'ai vu ça aussi comme maman. C'est-à-dire que quand tu arrives à la fin du cahier, bah, tu peux reprendre les exercices que tu as bien aimés et tu peux aller plus loin si tu en as envie, tu vois. Enfin, je veux dire, je pense que n'importe quelle maman, n'importe quel parent qui accompagne son enfant, que ce soit pour une difficulté langagière ou dans ton cas une difficulté de focus visuel, une fois que tu as fait le cahier, je trouve que tu t'es un petit peu. C'est comme le travail de guidance parentale, c'est-à-dire que tu, main dans la Oui, main avec l'orthoptiste, tu travailles à être acteur aussi dans la rééducation de ton propre enfant. Parce que moi, je dis souvent aux parents qu'on peut faire des merveilles avec des super thérapeutes, mais à la fin, celui qui connaît le mieux son enfant aussi, c'est le parent. Et quand le parent s'implique dans la thérapie, quelle qu'elle soit, les résultats vont plus loin parce que le thérapeute, il va commencer avec une base de travail qui sera plus haute si le parent a compris ce qu'on faisait comme travail aussi. Hein. ouais, non, non, mais c'est sûr. C'est C'est super sûr. Et important. puis, tu sais, j'ai eu beaucoup de. Parce que je me permets juste de revenir sur un petit point. Oui, oui. Ce livre, je le propose donc pour les enfants qui ont besoin de rééducation suite à des troubles d'apprentissage principalement. D'accord. Et alors, le rôle des yeux là-dedans, qu'est-ce que viennent faire les yeux dans le problème d'apprentissage? Donc, on le disait tout à l'heure toutes les deux, donc les yeux, c'est la porte d'entrée pour tous ces apprentissages. Et si les yeux ne sont pas efficaces, comment on peut demander à l'enfant d'apprendre à lire? Oui, bien sûr, oui. Et du coup, c'est là que l'orthoptiste est très important pour tout ce qui est problème 10. Dès que l'enfant, même sans problème 10, dès que l'enfant va avoir du mal à poser son regard, donc à avoir une certaine attention visuelle, à avoir du mal à apprendre à lire, à écrire même, il faut regarder les yeux. Parce que pour ça, il faut avoir une bonne discrimination visuelle, il faut pouvoir aller chercher une information précise dans un fouillis visuel, il Mhm. faut pouvoir avoir une endurance avec ses yeux, il faut avoir une bonne stratégie visuelle, donc de gauche à droite, comme nous le demande la lecture. Enfin, tout ça, c'est vraiment des choses très importantes. Il faut avoir un regard efficace pour entrer dans les apprentissages. Et donc, c'est pour ça que je suis ces enfants-là, et c'est pour ces enfants-là principalement que ce cahier est destiné. Et je trouve que même si les orthophonistes en voient, elles en voient encore trop peu. Oui, certainement. Et les enfants, dans ton cas, qui n'ont pas forcément d'orthoptiste vers eux, ça peut être intéressant aussi parce que j'ai presque deux mois de délai au niveau de mes rendez-vous. Et du coup, je dis à ces futurs patients-là, écoutez, si quand j'ai la maman au téléphone, si votre enfant saute des lignes, etc., avant qu'on fasse le point, il y a ce support qui existe. Et Mhm. ça peut déjà être quelque chose de pertinent pour votre enfant. Donc, Oui. ça peut aussi combler les délais de rendez-vous. Mhm. Non, puis au moins, ils sont déjà en action. Ouais, Ils font déjà quelque chose. Et moi, ce que je réalise aussi en tant qu'orthophoniste, c'est qu'à partir du moment où on se met en mouvement pour trouver une solution et pour chercher quelque chose, on est déjà dans le juste, en fait. Et c'est vrai que dans ton cas, bah, si on commence à faire effectivement des cahiers, des exercices, des choses comme ça, même si ça remplacera évidemment jamais une consultation, c'est pas l'objectif et c'est pas le bien point. sûr. Ils arrivent avec déjà une meilleure connaissance de ce qu'on attend d'eux et de ce vers quoi va aller la rééducation, quoi, hein, tout simplement. Donc, C'est comme tu... ça. Puis les parents, comme tu disais tout à l'heure, ils me disent: «Ah oui, non, mais là maintenant, je comprends bien le problème qu'il a avec ses yeux. C'est vrai que cet exercice, il a bloqué». Et du coup, oui, c'est hyper intéressant aussi pour que les parents prennent conscience vraiment du trouble visuel que peuvent avoir leurs enfants, ouais. Écoute, moi, je suis une grande fan, tu m'enlèves les mots de la bouche, mais je suis une grande fan de ce qu'on appelle l'accompagnement parental, la guidance parentale, parce que bah, je suis mère aussi, et puis parce que tout simplement, je réalise que c'est vrai que moi, dans mon cas, j'ai énormément déménagé, donc c'est difficile d'avoir le même suivi avec, tu vois, typiquement, j'ai pas un pédiatre de famille ou un médecin de famille, puisqu'on a trop déménagé pour pouvoir être lié à un thérapeute. Et finalement, ceux qui font le focus de tout ce qui s'est passé dans la vie de l'enfant, bah, à la fin, c'est l'adulte, quoi, c'est le parent, les parents. Et assez vite, en fait, l'enfant lui-même qui est aussi acteur de son, voilà, de son évolution scolaire, voilà, de tout ce qui se passe dans sa vie. Et je trouve que c'est super important de comprendre aussi ce qu'on fait et puis de s'impliquer, quoi. Donc ça, c'est clair. Et du coup, alors j'avais une autre question que j'avais préparée pour toi. On parle beaucoup de savoir regarder, apprendre à regarder, cette espèce de curiosité visuelle. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est inné, tu vois? Est-ce qu'il y a ou c'est plutôt quelque chose qui est appris?
Pour moi, savoir regarder, ça passe justement par l'apprentissage naturel, par la stimulation parentale, de l'environnement. Mais un enfant justement qui ne sera pas stimulé sur le visio-constructif, qui aura jamais fait de puzzle, si tu veux, et ben, pour moi, il va manquer cette faculté de visio-constructif. D'accord, OK. Donc ça, c'est super important. Et puis pareil, je pense à des petits livres que moi j'avais avec mes enfants quand ils étaient petits, c'est un peu des flashbacks, mais Les Chercher Charlie, tu vois? Tu vois les livres de Ouais, discrimination visuelle, donc des ça livres c'est top, hein. sans texte. Et c'est vrai qu'ils ont passé des heures à regarder dans tout ça. Bon, j'ai toujours pensé effectivement que ça devait être bon pour la discrimination visuelle en général, Mm. mais effectivement. Donc tu penses que toi, un enfant qui a été éveillé au niveau visuel, c'est quand même quelque chose qu'on doit apprendre à nos enfants, en fait. Oui, et alors je pense qu'un enfant bien constitué, il va rentrer dans les capacités de recherche visuelle très naturellement. Oui, C'est d'accord. clair. Enfin, c'est comme le langage en fait. C'est acquis si tu es dans un bon bain environnemental, si je dis pas de bêtises. Non, non, je pense aussi. Mais du coup, je pense que c'est en tout cas important de faire des activités qui stimulent la vision de l'enfant. Ça, c'est clair. D'accord. Alors, est-ce que tu peux en citer quelques-unes? Parce que tu as parlé des puzzles, on a parlé Tu des... as cité Où est Charlie, qui est très bien. Moi, j'aime beaucoup aussi les memories. D'accord. Donc, trouver les deux mêmes cartes. Donc ça, au début, on fait face découverte pour l'enfant. Comme ça, on stimule la recherche visuelle, etc. Puis, on cache pour faire travailler la mémorisation visuelle. D'accord. Et ça, c'est aussi un autre versant qui est sympa. Faire des perles. Là, tu travailles la coordination oculo-manuelle. Donc, c'est hyper bien aussi. J'aime beaucoup le double. Oui, 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 oui. On a pas Donc, mal de gens ça, pareil, c'est les deux. ça, c'est très chouette aussi. Les puzzles. C'est clair. Je vais faire un article d'ailleurs sur le blog là-dessus, sur tous les jeux qui me paraissent stimulants pour la vision. Bien en bas de la vidéo. Comme ça Super. sera non, mais c'est vrai, Mais c'est riche. ouais, non, non, mais il y a beaucoup de choses, hein, en fait. Il y a énormément de choses. On ne sait pas qu'on travaille forcément le visuel. Mais voilà, il faut le faire, hein. C'est clair que. Après, les enfants sont hyper friands de tout ce type d'activité, hein, Oui, donc, bien sûr. C'est clair. Non, non, mais c'est clair. Non, mais surtout qu'en plus, pour moi, il y a une vraie différence entre voir et regarder. ouais. Parce qu'en fait, on croit que c'est des verbes un peu synonymes comme ça, mais moi, souvent, je dis à mes enfants, moi, je suis un peu une excitée de la vie de temps en temps, mais de temps en temps, il suffit que je sois devant un beau paysage et je leur dis, mais regardez comme c'est beau. Mais je veux dire, quand on veut voir, par exemple, un arbre, entre les branches, les choses, l'écorce, enfin, voir un arbre, c'est juste le voir. Le regarder, c'est totalement différent. Et c'est vrai que je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend effectivement à nos Ouais. enfants. Être actif dans sa vision, vraiment, c'est Ouais. vrai que c'est quelque chose qui doit se travailler, qui se travaille souvent naturellement, mais chez certains enfants, il y a besoin d'un coup de pouce, ouais. Non, non, mais ça me paraît sûr. Est-ce que tu as, j'allais dire, autre chose à transmettre aux parents qui nous regardent? Alors, et je mettrai les liens aussi sur où est-ce qu'on peut se procurer ton cahier d'exercice. Est-ce que tu l'envoies déjà à l'étranger, par exemple? Oui, je l'envoie à l'étranger. Écoute, il est parti déjà très loin et j'ai pas eu de soucis, donc normalement, il s'envoie sans souci. Donc oui, il peut se commander donc via le site. Et juste ce que je voulais ajouter, c'est qu'il va y avoir une nouveauté bientôt, c'est que je vais l'adapter pour les déficients visuels. D'accord. Donc du coup, il sera donc dans une police adaptée pour les enfants déficients visuels. Et j'ai la chance de pouvoir reverser aussi 1 euro au profit de mécénat cardiaque pardon, sur mes ventes à D'accord. partir de début 2021. Donc du coup, ça permet de faire aussi un bon geste pour eux. Donc ça, c'est chouette. Et normalement, ce que je voulais dire aux parents que tu côtoies, c'est qu'on est en train d'essayer, notre super syndicat essaie de garder la mise en place de la téléconsultation, D'accord, ça c'est chouette. même pour la période après Covid. Donc j'espère que pour tes patients qui sont loin sans orthoptiste, on pourra bientôt leur proposer cette solution-là. Ce serait chouette. Ben, ça serait chouette pour eux. C'est clair que ça serait chouette pour eux parce qu'il y aura certainement de la demande. Et effectivement, à partir du moment, moi je l'ai suffisamment vécu dans ma vie, hein, quand tu es maman, que tu réalises que ton enfant a une difficulté, un problème, ben, et bien évidemment que tu veux la régler. Et quand tu ne peux pas le faire à court terme et que tu es obligé d'attendre l'été suivant, que tu rentres en France, et puis en juillet-août, bah, c'est pas forcément très propice
pour trouver des rendez-vous parce que par principe, les thérapeutes sont aussi en vacances un peu en juillet-août, en tout cas pour ceux qui sont parents. C'est pas facile et c'est très anxiogène de ne pas trouver des solutions en fait. Donc, Sûrement. donc du coup, rien que pour ça, c'est d'ailleurs pour ça que je t'avais contacté, hein, parce que moi je me suis dit, je suis toujours en recherche de belles rencontres, mais je me suis dit, bah, il faut effectivement au niveau visuel avoir des solutions. Donc voilà, un grand merci en tout cas pour ton temps. Et puis, bah, je mettrai les liens, etc. Et puis de toute façon, j'allais dire à bientôt parce que je sais qu'on reste en contact. Oui, je pense, oui. Merci à toi, Demi, vraiment. Donc c'est chouette, à bientôt.